la quatrième et dernière présentation, je vais inviter Rodolphe Alquier, qui est déjà là. Merci Rodolphe. Il nous vient donc de la belle région du sud-ouest de Toulouse. C'est pas la région, c'est la ville, je sais. Ouais. Mais il a étudié à Paris-Saclay. Après avoir donc effectué un master à l'ENS ULM, c'est ça? Ouais, c'est ça. ULM. Il est donc venu étudier ici, je suppose son doctorat, Ouais. à l'Institut Quantique, donc à l'université de Sherbrooke. Il va nous parler de spin, de danse et de liquide, ce qui sonne un peu comme le prochain samedi soir au Boc, avec sa présentation qui s'intitule « Frustré pour mieux danser ». Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup. Donc, ouais, c'est ça. Moi, je m'appelle Rodolphe Alquier. Je suis étudiant en doctorat à l'Institut Quantique de l'Université de Sherbrooke. Ah ouais. Hop, merci. Et donc, ouais, ce soir, moi, le titre de ma présentation, ce sera « Frustré pour mieux danser, le cas des liquides de spin quantique ». Donc, les liquides de spin quantique, moi, c'est des matériaux que j'étudie dans mon doctorat. Donc, mon but ce soir, ça serait que vous ressortiez d'ici en ayant une idée de ce que c'est, là, liquide de spin quantique. Tiens, d'ailleurs, on peut essayer de se pencher un peu plus sur le nom, là. Bon, ben, liquide de spin quantique, bon, il y a liquide dedans, donc ça nous fait penser à un liquide. Spin, ça pourrait nous faire penser à des trucs qui tournent. Et puis, quantique, bon, ben, c'est le thème de ce soir, donc c'est obligé. Donc, un liquide de spin quantique, ça serait un liquide dans lequel il y a des trucs qui tournent, puis il y a de la quantique qui se mêle à tout ça. Alors, je suis désolé de vous décevoir, mais déjà, un liquide de spin quantique n'est pas un liquide. C'est un solide. Regardez, là, je vous montre deux photos de systèmes qu'on pense être des liquides de spin quantique. Donc vous voyez, lui il ressemble à un caillou, puis lui il ressemble au papier alu que vous avez dans votre cuisine, donc c'est ça. Mais bon, avant que je vous explique ce que c'est qu'un liquide de spin quantique, il faut que je vous explique pourquoi on s'y intéresse. Donc est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est ça? Ouais, exactement, exactement. Donc là, ça c'est l'ordinateur quantique dans les locaux de IBM, à Bromont, juste à côté d'ici. Et donc, un ordinateur quantique, c'est un peu... Enfin, les ordinateurs quantiques, c'est un peu la raison pour laquelle tout le monde capote autour de la quantique ces dernières années. Et ça, c'est parce que en fait, c'est capable de faire des calculs, enfin de résoudre des problèmes beaucoup plus rapidement que tous les ordinateurs du monde réunis. Et donc moi, mon but, c'est pas de vous expliquer comment ça fonctionne, mais en gros, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'un ordinateur quantique est capable de faire plein de calculs en même temps. Là où un ordinateur classique, celui que vous avez chez vous, il fait plein de calculs, mais les uns après les autres. Donc si je devais trouver un exemple pour illustrer ça, moi j'ai pris l'exemple du labyrinthe. Donc si je suis dans un labyrinthe puis que je cherche le chemin vers la sortie et que je demande à un ordinateur classique, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tester ça va recommencer là. Il va tester un chemin, puis un autre chemin, puis un autre chemin, puis un autre chemin, jusqu'à trouver le bon. Puis maintenant, si je demande à un ordinateur quantique, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tester tous les chemins en même temps, et puis à la fin, il va me donner le bon chemin. Donc pour le problème du labyrinthe, ça ne semble pas très utile, mais il y a des problèmes d'optimisation pour lesquels ça nous ferait gagner un temps fou. Et puis même s'il faut, avec ça, on serait capable de résoudre des problèmes qu'on n'est pas capable de résoudre aujourd'hui. Bon, les ordinateurs quantiques, c'est chouette, ça existe déjà, sauf que le problème, c'est que ça sert un peu à rien. Alors, ça sert un peu à rien, je me corrige un peu, mais c'est parce qu'en fait, pour que ça fonctionne, ça a besoin d'être dans des conditions assez extrêmes. Ça doit être à moins 270 degrés, ça doit être dans des conditions de vide presque parfaites, parce qu'en fait, le moindre cheveu, la moindre vibration, le moindre réchauffement va les empêcher de fonctionner correctement. Eh bien, figurez-vous qu'on pense que les liquides de spin quantique permettraient de faire des ordinateurs quantiques beaucoup plus robustes. Parce qu'en fait, dans les liquides de spin quantique, il y a des particules qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et avec ces particules-là, on pourrait faire des ordinateurs quantiques beaucoup plus robustes. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est ça ? Ouais, exactement. Ça, bon, je vais faire plus court. Ça, c'est un supraconducteur. Supraconducteur, qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, ben, supra, ça fait penser un peu à super. Conducteur, ça serait quoi ? Ça serait conducteur d'électricité. Donc en fait, un supraconducteur, ça serait un superconducteur d'électricité. Bah ouais, c'est exactement ça. En fait, un supraconducteur, c'est un matériau qui conduit l'électricité sans aucune perte, donc de manière parfaite. Donc déjà, ça leur donne la propriété de pouvoir léviter au-dessus des aimants, là, c'est ce que je montre là. Donc c'est quand même assez cool, mais ça pourrait avoir des applications dans plein d'autres domaines, notamment par exemple le transport électrique. Aujourd'hui, dans les lignes à haute tension dont on se sert pour transporter l'électricité, on perd 3 à 5% de l'électricité qu'on met dedans. Alors que si on utilisait des fils supraconducteurs, on n'aurait aucune perte, ça serait parfait. Puis on peut s'en servir également pour le stockage d'énergie.
les énergies renouvelables par exemple. Parce qu'on pourrait s'imaginer créer une sorte de boucle supraconductrice, puis moi je me branche, je mets l'électricité qui vient de mon panneau solaire ou de mon éolienne, et puis vu qu'il n'y a aucune perte, ben, l'électricité elle va tourner à l'infini dans ma boucle, et puis si je reviens 10 ans ou 1000 ans après, eh ben, j'aurai la même électricité. Donc pareil, les supraconducteurs, ça existe déjà, c'est super chouette, mais pour que ça fonctionne, ça a besoin d'être des températures très froides. Je crois que les meilleurs supraconducteurs aujourd'hui, ils fonctionnent à moins 150 degrés. Donc un peu compliqué de s'imaginer de les avoir dans la vie de tous les jours, même si c'est déjà un peu le cas. Eh bien, figurez-vous que là aussi, on pense qu'il y a un lien entre les liquides de spin quantique et les supraconducteurs qui fonctionnent à des températures plus normales, c'est-à-dire température de la pièce, par exemple. Et donc, mieux comprendre les liquides de spin quantique nous aiderait à mieux comprendre les supraconducteurs. Bon, j'espère qu'avec ces 2 points, je vous ai assez convaincu que les liquides de spin quantique méritaient qu'on les étudie. Et donc maintenant, je vais pouvoir vous expliquer un peu plus ce que c'est. Mais avant d'aller plus loin, il faut que je vous explique un concept qui est le spin. Donc c'est quoi le spin? Bon, pour ça, on va faire une petite expérience de pensée. Supposons que je prenne la Terre, puis que je la coupe en 2. Bon, premièrement, on serait sacrément embêté, mais supposons que je puisse le faire. Bon, ben en face de moi, je vais avoir une moitié de Terre. Puis si je recoupe en 2, je vais avoir un quart de Terre. Puis si je recoupe en 2, je vais avoir un 8e de Terre, puis un 16e de Terre, etc. Et puis si je fais ça un certain nombre de fois, je vais arriver sur un objet que je ne peux plus couper en 2. Et ça, les Grecs, il y a 2000 ans, ils l'avaient déjà compris. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça l'atome. Parce qu'en grec, atomos, ça vient du... Non, je m'inverse. Atome, ça vient du grec atomos, qui veut dire indivisible, insécable. Bon, maintenant, si je refais la même expérience, mais que je regarde ce qui se passe à l'intérieur de la Terre. Alors, vous le savez peut-être, la Terre, c'est un très grand aimant qui génère un champ magnétique et qui nous protège de tout un tas de trucs, notamment les particules qui nous viennent du Soleil, de l'univers. Et c'est un peu grâce à ça qu'on est en vie, d'ailleurs. Et donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais généralement, les aimants, on les représente par un pôle nord qui est en rouge et un pôle sud qui est en bleu. Bon, ce que la physique me dit, c'est que si je coupe un aimant en 2, donc si je coupe la Terre en 2, là, plutôt que d'avoir un pôle sud dans la main gauche et un pôle nord dans la main droite, je vais avoir 2 nouveaux aimants qui vont apparaître. Et puis si je recoupe en 2, je vais avoir 4 aimants. Et puis si je recoupe en 2, je vais avoir 8 aimants, puis 16 aimants, puis 32 aimants, etc. Et puis si je fais ça un certain nombre de fois, je vais arriver sur un aimant que je ne peux plus couper en 2. Ben, c'est le spin. Le spin, c'est le plus petit aimant de l'univers. C'est un aimant élémentaire. Même plus que ça, c'est une propriété fondamentale de la matière. Ça veut dire que, au même titre que la charge ou la masse, ça veut dire que toutes les particules qui constituent la matière ont un spin. Et généralement, le spin, on le représente par une flèche. Alors c'est ce que je montre ici. Vous pouvez vous imaginer là que la boule verte, c'est une particule, donc un électron, un proton ou un neutron, peu importe. Et puis cette particule, elle a un spin, donc une flèche. Et donc la flèche, qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est juste, la taille de la flèche, c'est juste la valeur du spin, donc à quel point l'aimant est puissant ou non. Et puis l'orientation, c'est juste l'axe nord-sud, l'orientation de l'aimant. Bon, voilà ce que c'est que le spin. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je mets plusieurs spins côte à côte? Donc plusieurs aimants côte à côte. Donc voilà, là, vous pouvez vous imaginer que les points rouges, c'est des atomes, puis chacun de ces atomes a un spin, donc une flèche. Bon, si je regarde ce système à haute température, c'est-à-dire que je le chauffe, les atomes ils vont avoir plein d'énergie, ils vont avoir chaud, donc leur spin va bouger dans tous les sens. Moi, j'aime bien dire qu'ils dansent. Et puis, c'était pas passé, pardon. Et puis, si je refroidis le système, donc je diminue la température, il y a un moment donné où les atomes vont avoir froid. Et donc les spins vont se geler. Mais ils ne vont pas se geler n'importe comment, en fait. Il y a 2 façons pour eux de geler. Soit, premièrement, la première façon, c'est qu'ils vont tous se mettre d'accord pour pointer dans la même direction. Vous voyez, là, ils ont tous décidé, par exemple, de pointer vers le haut. Mais ils auraient pu tous décider de pointer vers la droite, ou en diagonale, ou en bas, peu importe. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, ils vont se mettre d'accord pour pointer dans une direction opposée à celle de leur voisin. Donc vous voyez, là, par exemple, lui, il pointe vers le bas, lui, il pointe vers le haut, lui, il pointe vers le bas, vers le haut, etc. C'est les 2 façons qui peuvent geler. Bon, ce phénomène-là, peut-être que vous le découvrez maintenant, mais en fait, vous êtes déjà familier avec. Parce que c'est ce qui se passe dans les aimants de votre frigo. Les aimants de votre frigo, si on regardait à l'échelle des atomes, ce qu'on verrait, c'est plein d'atomes côte à côte, puis chacun de ces atomes a un spin, donc une flèche. Et puis ces flèches, elles sont gelées. Et elles sont gelées, elles sont toutes gelées dans la même direction. Par exemple, ici vers le haut. Et donc si on a plein de petites flèches, donc plein de petits aimants dans la même direction, c'est comme si on avait une grosse flèche dans une seule direction, donc un gros aimant qui peut coller à votre frigo. Donc ça, c'était le cas un peu simple. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si je prenais un triangle? Bon, là, j'ai 3 atomes sur un triangle, voilà.
Et, et donc là, moi, je vais juste vous demander quelque chose, c'est de faire en sorte, juste vous l'acceptez là, c'est les spins, ils vont chercher à se mettre dans une direction opposée à celle de leurs voisins. Okay, donc les flèches, elles vont chercher à se mettre dans des directions opposées. Bon, très bien, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dire que le premier spin, là, celui en haut, son spin, il va pointer vers le haut. Et puis celui en bas à gauche, vu qu'il va être dans une direction opposée, il va pointer vers le bas. Mais maintenant, pour celui en bas à droite, comment on fait? Parce que s'il pointe vers le haut, c'est bien, il est dans une direction opposée à celui en bas à gauche, mais il est dans la même direction que celui en haut. Et puis s'il pointe vers le bas, c'est l'inverse. Donc on comprend que là, les spins, ils ne sont pas capables de trouver une configuration dans laquelle geler. En fait, ils ne sont pas capables de se mettre d'accord. On dit qu'ils sont frustrés. Puis ce phénomène, ça a un nom, c'est la frustration magnétique. Et maintenant, supposez qu'à cela, j'ajoute ce qu'on appelle des fluctuations quantiques. Donc les fluctuations quantiques, pour faire simple, c'est un mécanisme de la mécanique quantique qui nous dit que plus un spin cherche à pointer dans une direction, par exemple, plus il cherche à pointer vers le haut, plus il y a de chances que de manière aléatoire, il bascule comme ça dans une direction perpendiculaire. Donc en gros, si je devais résumer ça en une phrase un peu catchy, je pourrais dire que plus un spin pointe vers le haut, moins il pointe vers le haut. Donc en gros, plus un spin cherche à se geler, moins il peut se geler. Eh bien, figurez-vous que dans les liquides de spin quantique, c'est ce qui se passe. Dans les liquides de spin quantique, les spins sont frustrés, ils ne sont pas capables de se mettre d'accord. Et puis, il y a de grandes fluctuations quantiques qui font que plus un spin va chercher à se geler, moins il pourra se geler. Et donc ça fait que les liquides de spin quantique, ce sont des aimants dans lesquels les spins ne gèlent jamais. Peu importe la température, peu importe à quel point il fait froid, j'ai beau aller au zéro absolu, là, cette température, c'est la plus petite température de l'univers, mais même à cette température-là, les spins continuent de danser. Donc s'il y avait un message que j'aimerais que vous reteniez là, de ma présentation, c'est dans les aimants normaux, donc ceux de votre frigo par exemple, les spins sont capables de se mettre d'accord sur comment geler. Du coup, ça fait qu'à basse température, ils gèlent. Maintenant, dans les liquides de spin quantique, les spins sont frustrés. Ils ne sont pas capables de trouver une configuration qui leur convient tous. Puis ajoutez à cela des fluctuations quantiques qui font que plus un spin cherche à se geler, moins il pourra geler. Et bien ça fait qu'à basse température, les spins ne gèlent jamais. Ils continuent de danser. Voilà, merci pour votre attention. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience? Même si c'était très très clair. Je tiens à te le dire, moi j'ai trouvé ça très très clair. C'est peut-être un peu technique comme question, mais moi, j'ai appris qu'un bon qubit, c'est un qubit qui a seulement 2 états stables. Dans ton liquide, tu dis que l'enfant est toujours frustré, fait qu'il n'y a pas 2 états stables. En quoi est-ce que c'est un bon qubit? Non, mais moi je fais pas des qubits avec ça. Hein. Ah oui, pardon. En gros, la question, c'est à quel point je peux faire des bons qubits avec les liquides de spin quantique, c'est ça? Mais moi, je cherche pas à faire des qubits avec ça. Là. Donc, je pense qu'il y a des manières de faire de l'informatique quantique avec des liquides de spin. Mais moi, je m'y intéresse pas et je sais pas faire ça. Ah, là-bas. Salut. Je me demandais juste, c'était quoi tes 2 matériaux que tu as présentés au début? Le premier, c'est l'Herbert-Smithite. Et le deuxième, c'est le Alpha RUCL3. À tes souhaits. Voilà. Pour le commun des mortels, c'est quoi? Ouais. Alors c'est une très bonne question. Ouais, c'est ça. Mais, en gros, ta question, c'est est-ce que le spin d'un atome est déjà prédéterminé? Ouais, mais est-ce que chaque atome a un spin en soi? Alors, est-ce que chaque atome a un spin en soi? C'est ça, c'est ce que tu veux dire? Alors, il y a des atomes. Donc, tu sais, un atome, c'est constitué d'électrons, de protons et de neutrons. Donc, chacune de ces particules a un spin. Mais c'est pas parce que toutes ces particules ont un spin que l'atome peut nécessairement en avoir un. Il peut avoir un spin nul. Si par exemple tu prends une flèche qui pointe vers le haut, puis l'autre qui pointe vers le bas, ça nul, du coup ça fait un spin nul. Donc tu as des atomes qui, oui, ont un spin, puis d'autres qui n'en ont pas, non. Je sais pas si...
Sur l'humain, non, je pense pas. Non, je pense pas. Non. Je vais me permettre de te poser une question très rapide. Oui. Au bout du compte, ça sert pas à faire des qubits. C'est quoi les applications que tu envisages par rapport à sur quoi tu travailles? Eh ben, tu pourrais tu pourrais t'en servir. Tu sais, je disais, on pourrait faire des ordinateurs quantiques beaucoup plus robustes, parce qu'en fait, il y a des particules qu'on retrouve pas ailleurs. Enfin, dans les liquides de spin quantique, il y a des particules qu'on retrouve pas ailleurs. Et avec ces particules-là, on pourrait faire potentiellement de l'informatique quantique beaucoup plus robuste. Mais Donc c'est un moyen alternatif des qubits. là, j'ai pas la. C'est pas grave. Ouais. On peut en discuter après. Si Ok, ouais, ça marche. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît.